Salut à tous et bienvenue sur Jab Life. On se retrouve pour le deuxième épisode de la connexion Jab Life ou Octogone Podcast. Je suis avec mes compères de ce format que vous retrouverez désormais tous les jeudis sur Jab Life. Comment ça va Omar Dia déjà? Ça va très bien et toi? Ça va, ça roule. Comment ça va Samir Bouez? Ça va, merci Alex. Et toi? Ça va, ça roule. On est très ravis. On en parlait juste avant d'enregistrer des retours que vous nous avez fait sur le premier épisode qui était sur le King de Rio, José Aldo. Et on va continuer de remonter nos souvenirs d'anciens combattants et parfois de combattants modernes sur ce qui nous a plu et ce qui fait qu'on aime ce sport et le MMA. Et cette semaine, les gars, on en avait parlé à la fin de l'épisode. On s'était un peu titillé. Donc je me suis dit, quitte à se titiller, on va jusqu'au bout. Vous l'avez vu sur la miniature pour ceux qui ont cliqué. On va évoquer le cas de Cain Velasquez. L'ancien champion, 2 fois champion poids lourd de l'UFC, on est au début des années 2010, vu par beaucoup comme le meilleur poids lourd de l'UFC, de l'histoire qui est passé à l'UFC. Spoiler, c'est mon avis et je pense qu'il va être partagé. Cain Velasquez, déjà les gars, on commence comme on avait commencé sur Aldo. C'est quoi qui vous revient en premier? Qu'est-ce qui fait que vous avez kiffé l'ancien double champion du monde poids lourd de l'UFC, monsieur Cain Velasquez, qui est, et je le précise, on en parlera à la fin, qui est à l'heure où on enregistre le podcast, il est en prison pour une affaire personnelle dont on parlera à la fin de ce podcast. Pour l'instant, on est sur le sportif. Qu'est-ce qui vous a plu dans le sportif chez Cain Velasquez à sa grande époque? Omar. Écoute, c'était la phrase, je ne sais plus qui l'a prononcée, c'était un poids lourd qui combattait comme un lightweight. Voilà, c'était ça le truc. C'est cardio phénoménal et on sait que moi et comme Samir, nous sommes des amoureux du cardio. Cardio phénoménal, un lutteur à la base et qui arrivait avec des points et qui a su s'adapter au striking avec son entraînement à la KA. Et ça, c'était voilà. Il arrivait, on avait un ovni qui arrivait là-bas, qui savait tout faire, qui savait rester debout. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui avançait tout le temps, qui ne reculait jamais. Et puis donc voilà, le poids lourd complet, qui savait mixer les choses. La lutte, bien sûr, c'était son truc. Il avait les points qui étaient là. Il savait te coller contre la cage, te contrôler, à mettre du ground and pound aussi. Une fois qu'il t'avait amené au sol, jamais il tentait les soumissions. C'était, voilà, il était là-bas pour te finir, pour te tabasser. Un volume monstrueux aussi. Bien sûr, ça aide quand on a un cardio comme le sien. Voilà, ça, c'est des points essentiels qui vraiment, chez moi, voilà, on s'est dit, on a un alien là qui arrive et après quelques combats déjà, les gens étaient en train de parler. Oui, là, c'est un futur GOAT, c'est un futur GOAT. Bon, après, on parlera peut-être c'est les blessures et tout ça, toutes les histoires qui lui sont arrivées. Mais voilà, c'était ça, quoi. On a eu un alien, quoi, qui sortait vraiment de nulle part. Et puis aussi un calme, et voilà, cette aura qu'il avait qui te faisait, voilà, il arrivait très calme pour te dépecer et repartir calmement et t'embrasser en partant. C'est marrant, Omar, mais j'ai noté, moi, dans mes notes avant l'épisode, la violence dans le calme. Tu vois, la violence sereine. Bien raison. Samir. Omar a quasiment tout dit. Un cardio d'enfer. Cette possibilité, comme d'autres combattants de l'AKA, comme Khabib par exemple, dans une autre mesure d'ici aussi, Daniel Cormier, le mec, il te noyait les adversaires, il n'y avait pas besoin d'eau. Il les noyait sans eau. Et il travaillait, il était capable de travailler dans tous les niveaux. À pied-point à l'AKA, qu'il a effectivement très très bien travaillé, alors que lui, il est lutteur, on le disait à la base, là, il a fait la lutte en université, d'ailleurs à niveau NCAA. Il n'a jamais été champion NCAA, mais niveau NCAA, donc déjà, ça fixe le personnage. Et puis, un pied-point. Et en fait, ce qu'il faisait, alors pour dire encore un peu différent, pour compléter ce que dit Omar, c'est que, ou le dire différemment, c'est qu'il arrivait à très bien imbriquer toutes les phases du combat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas notamment entre son pied-point, son clinch et sa lutte, il n'y avait quasiment pas de pause. Il t'enchaînait debout, il passait dans une phase de clinch, direct, il descendait sur le single, le double, il descendait, il passait dans un grappling imposant, il posait ses bases, et tu remontais jamais, en fait. Tu remontais jamais. On verra dans les combats phares qu'il a fait tout à l'heure. Rien qu'à voir la tête de Junior Dos Santos, bon, comme disait Omar, hein, à l'époque du podcast Octogone, Junior Dos Santos fait partie de ces combattants qui marquent aussi peut-être, qui gonflent aussi peut-être très facilement. Mais allez juste voir la tête de Junior Dos Santos et vous verrez ce que valent 25 minutes avec Cain Velasquez. C'est le combattant, pour moi, qui était parfait, complet. C'était juste ses méthodes d'entraînement qui n'étaient pas, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, moi, Cardio Cain, hein, c'était son surnom, et vous l'avez chanté tous les deux. Je crois qu'il y a des surnoms parfois qui sont vraiment, qui visent très juste. Celui-là, il visait très, très juste. Et moi, je rebondis sur ce qu'a dit Omar aussi, et que tu as complété Samir, la façon dont il avançait tout le temps. Tu peux pas développer ton jeu de striking contre Cain Velasquez parce qu'il est sur toi en permanence. Il t'avance dessus, il te martèle de coups. Comme tu disais, Omar, quand ça va au sol,
Et on va pas chercher de soumission, on va chercher ce que je sais faire, ce qui fait mal, les coudes, les grosses frappes. C'est des poids lourds, donc on sait à quel point ça marque et ça touche quand ça touche fort. Voilà, cette impression que tu es noyé, que tu peux rien faire et que quoi qu'il arrive, il va te marcher dessus. Le Cain Velasquez Prime, il te marche dessus, il te roule dessus et tu peux rien faire. Et je pense que être en face de lui dans la cage, et on va y venir avec les meilleurs souvenirs, ça devait être une vraie horreur, tu vois. C'est ce que tu devais te dire, mais comment je m'en sors, quoi? Comment comment ce mec, je peux me mettre même une distance avec lui, je peux développer mon jeu, c'est impossible. Il est sur ta tête, il est sur ta gueule en permanence. Et non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, Samir, je t'en prie, vas-y. mais ce que je rajouterais, c'est aussi au-delà de ses aptitudes et son combat, il avait une certaine forme d'authenticité, tu vois? D'humilité, de calme, pas de trash talk. Mais tu sais, quand la cage se ferme, tu sais qu'il va y avoir des problèmes, quoi. Ça va être très, très, très compliqué, quoi. Il avait cette aura, pas besoin de parler parce que voilà, déjà, le travail, explique, clairement qui il est, mais c'est ce calme et cette tête aussi qu'il avait qui faisait que voilà, ouais, tu pas envie de rentrer dans la cage avec Cain Velasquez, quoi. Samir, je vais te redonner la parole, mais je te jure, tu as tellement raison là-dessus. C'est bête, mais c'est parce que ça, il l'a pas. C'est pas quelque chose que tu travailles ou quoi, mais le tatouage qui est là, Pour un sa pour tête, le nom, je suis désolé, mais tout va avec ça. Cain Velasquez, tu vois, ça fait mec du barrio, quoi. On va se parler franchement. Et il y a un moment, ouais, tu le voyais arriver, tu flippais, quoi. Même toi, en tant que spectateur, tu te disais, mais ça doit être un délire d'avoir ce mec-là face à nous, quoi. Non, mais c'est ça, le mec, il est chez lui, il a sa femme, sa gamine, enfin 2 gamins et gamine, à l'époque. Il est là, tu as l'impression que tu sais, c'est le grizzly dans la tanière. Il est tranquille, pas capable de faire du mal à une mouche. Par contre, dès que tu rentres dans ce sport, ça devient un animal de type et en plus un bon menton, un très, très bon menton. Bon, il lui arrivait de tomber, mais en face, c'était des Cigano et c'était des Ngannou, mais voilà, quelqu'un qui avait un bon menton, une bonne résistance, ce qui vient par faire la panoplie du bulldozer, quoi. C'est le mec, il met du volume, tu le cognes, ça bouge pas. Un bon jeu d'esquive pour un poids lourd, Omar le disait, assez agile. Ah, le buste bougeait pas mal et voilà. Non, franchement, c'est comme l'a dit Omar la semaine dernière, pardon, quand on a enregistré sur José Aldo, il l'a dit en fin de podcast, hein, ça aussi, on va pouvoir en parler. L'un des plus gros what if de la catégorie, pas de l'histoire de l'UFC. S'il n'y avait pas eu notamment toutes ces blessures. Et c'est terrible, en fait, de parler de what if, quand tu parles de Cain Velasquez parce qu'avec tout ce qu'il a fait quand même, tu vois? Ouais. Et pourtant on parle de lui comme un what if, tu vois? C'est assez marrant quand même. Mais t'as raison, c'est fort parce que 2 fois champion chez les poids lourds, le plus long règne de l'histoire, hein, 896 jours. Alors, c'est un règne où il y a une grosse blessure. Donc, pendant Oh. près de 2 ans, il n'y a pas de combat, mais c'est le plus long règne de l'histoire des poids lourds à l'UFC. Et pourtant, tu peux dire what if. Tu peux clairement dire what if, Samir. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, vas-y, rentrons un peu dans ce what if. Il y a eu des blessures aussi en fin de carrière. Il aurait pu faire tellement plus. Il a déjà fait beaucoup, mais il aurait pu faire tellement plus, en fait. Il s'est retrouvé beaucoup blessé et à l'époque, hein, il y avait pas mal d'articles là-dessus. Il a été pas mal blessé parce que c'était quelqu'un qui a été victime de ses qualités, en fait. Comme l'a dit Omar, c'est un besogneux, c'est un travailleur, c'est un grinder. C'est vraiment un grinder devant l'éternel et c'est quelqu'un qui taffe, qui s'infligeait jusqu'à 4 séances quotidiennes, hein, de combat, enfin d'entraînement à l'AKA. Et le problème, c'est que alors c'est des choses que tu trouves moins dans les gyms aujourd'hui, c'est que l'AKA, même le sparring à 2 jours de l'event ou dans la fight week, ils arrivaient encore à se mettre des mines, les mecs, à se tabasser, alors qu'on sait que plus on se rapproche de l'échéance, plus on va travailler le tactique, on va travailler plus la mise en chauffe. À l'AKA, tu y allais 3 jours, 4 jours avant un combat sur un UFC chiffré, les mecs, ils se mettaient sur la gueule. Alors, il faut rappeler ce que c'était l'AKA à l'époque, hein, chez Javier Mendes. Tu avais des gars comme Kochek, tu avais DC, tu avais Islam Makhachev qui venait d'arriver, tu avais un jeune Khabib, tu avais Luke Rockhold, tu avais des mecs, hein, Omar, tu t'en souviens forcément, des mecs des lutteurs qui venaient de la terre entière, hein, pour aller tourner là-bas à l'AKA avec DC, qui avait un niveau olympique de lutte. Et Kane, c'était son environnement de travail. On a parlé notamment par rapport à ses blessures au vertèbre, mais il s'est retrouvé avec des excroissances le long de la colonne vertébrale, partout sur les os. Pourquoi? Parce que le mec, il s'arrache du cartilage en soulevant des poids qui sont 10 fois trop lourds pour lui. Il fait du renforcement au niveau du cou, des muscles de la colonne qui sont complètement inappropriés, qui est des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et ça, c'était non-stop. Et il n'écoutait pas ce qu'on lui disait.
quand on lui disait quelque chose et c'était l'ambiance de la CAA. Donc forcément, ton corps, il vieillit plus vite. Velasquez, il est né, je crois, début 80, hein, 83, 84. Ça, c'est son âge biologique. L'âge octogone, il est au moins un tiers de plus. C'était quelqu'un qui était usé, arrivé à la trentaine. Et puis, on connaît les exigences de ce sport. Et puis, il est chez les poids lourds, hein. C'est la catégorie reine. On sait qu'en face, tu tombes sur des tueurs à gages. Et le What If, il est là, et simplement là, c'est même pas une question de style, parce qu'il était intelligent. On l'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est en plus quelqu'un qui était intelligent dans ses combats, qui était capable d'écouter un game plan. Il écoutait Javier Mendes. C'est quelqu'un, je pense, qui aurait pu encore s'adapter à un paquet d'années au poids lourd de l'UFC, à ceux qui arrivaient, même si c'est pas une catégorie super changeante dans le style. Mais c'est lui, clairement, il a creusé sa propre tombe en se bousillant avec peut-être un corps à l'origine qui était fragile. Et voilà, moi, c'est mon gros regret de voir tous les 5, 6 mois, 8 mois, 9 mois, entendre Dana White dire voilà, Velasquez est out, il va se faire opérer, il va revenir. Il a tout bousillé, hein, les genoux, les épaules, la nuque. C'est- il en est grandement responsable aussi. Et ça a fini. D'ailleurs, le symbole, c'est la fin de carrière, hein. C'est ce combat contre Francis Ngannou aussi, et qui se termine sur un KO, mais surtout sur une blessure très rapide dans le combat. Et c'est terrible, mais les gens savent combien j'aime Francis, le combattant, et l'homme. Mais il y avait un monde d'écart, hein. Le meilleur poids lourd des deux sur les qualités pures, c'est Cain Velasquez de loin. Et le voir s'effondrer comme ça, et une nouvelle énième blessure, et tu sais que là, il est plutôt sur la fin et que c'est sans doute la blessure de trop. Ça faisait mal au cœur quand même, les gars, à l'époque. Mais c'est le symbole, je trouve aussi, ce que tu viens de dire. On rappelle, Kane, il était champion pour la première fois des poids lourds il y a plus de 15 ans. C'était pas le même MMA, hein, en vrai. C'était pas le même MMA au niveau de la professionnalisation. Tu vois, il y avait des grosses teams, comme tu as cité, comme Eke, où il était. Mais c'était pas la même chose. Il y a eu 15 ans d'évolution, et il y a eu 15 ans qui ont compté aussi dans la préparation des athlètes. Et tu l'as dit, Samir, il y a des trucs qu'ils faisaient, on les referait plus aujourd'hui, en fait. C'était de la folie, Omar. Oui, écoute, moi, pour revenir à ta question, What If, c'est simple. Je vais très, très bref. C'est que pour moi, il avait le potentiel pour être le plus grand poids lourd qu'on ait jamais eu. Même, il avait clairement le potentiel, quoi. Je trouvais pas de faille technique, en tout cas, et dans le mental qui faisait que, voilà, il pouvait clairement il avait tout ce qu'il fallait pour devenir le meilleur poids lourd de l'histoire du MMA. Mais voilà, c'est comme tu le dis, écoute, c'est un autre sport maintenant. C'est un sport très jeune, malgré ses grosses teams et tout ça. Les méthodes d'entraînement ont clairement évolué, comme dans tous les sports de haut niveau. Si tu prends le basket il y a 30 ans, ouais, ou 40 ans par rapport à maintenant, tu vois, c'est complètement différent. La façon de s'entraîner, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus pensé et beaucoup plus réfléchi que c'était à l'époque, quoi. Mais voilà, il avait le potentiel d'être le meilleur. La récupération, tous les trucs ont changé à ce niveau-là, c'est évident. Complètement. Par contre, tu vois, et je vous le disais dans l'émission, moi j'ai fait découvrir récemment les images de Cain Velasquez à un petit jeune, notamment, qui a une vingtaine d'années et qui ne connaissait pas ces combats-là. Et une des premières réactions, ça a été mais vous avez mangé du caviar, les gars. C'est quoi ce poids lourd, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui par rapport aux qualités d'un mec comme ça? C'est terrible quand on voit les poids lourds aujourd'hui. À part, moi j'ai toujours dit, même dans ma maison précédente, pour moi je considère qu'il y a 3-4 poids lourds d'élite dans le monde aujourd'hui. Maxi, et qu'il y a un énorme gap avec le reste de la catégorie. Je te mets du Thomas Pinal, je te mets du Cyril Gane, je te mets du John Jones s'il est à son bon. Francis, on peut le rentrer dedans. Ça me dérange pas si tu rentres Volkov, qui a beaucoup d'expérience, mais ça s'arrête à peu près là pour moi. Kane, et même cette génération-là à l'époque, en fait, je me répète, mais on a mangé caviar, les gars. C'est le niveau qu'ils avaient. Quand tu vois, comparé au poids lourd actuel, ça fait presque peur, non? Ouais, c'était des poids lourds qui savaient faire beaucoup de choses. Tu parles de Aspinall, c'est ce qui te rapproche peut-être le Ouais. plus de ce que faisait Velasquez à l'époque. Gros cardio, boxe plus que descente, une bonne lutte, un bon sol. Alors lui, il est black belt, il est JJB black belt. Aspinall, ce qui n'était pas Cade. Mais tu retrouves un peu cette globalité tu vois, dans les compétences, dans les aptitudes. Euh, mais mais Ah, aujourd'hui, mais c'est ça, je te recoupe, excuse-moi, et je te redonne la parole. non, En fait, t'as le côté, je t'ai dit, il y a le côté, un Spinal peut lui ressembler, mais dans les 5 que je t'ai cités d'aujourd'hui, c'est à peu près le seul qui lui ressemble vraiment. Enfin, tu vois, sur ce côté très complet. Et à l'époque, t'en avais plus de 5, quoi. Tu vois, cette génération-là aussi, on va en reparler dans nos meilleurs souvenirs avec lui. Mais il y avait une densité bien plus importante. Là, je revoyais repasser un tweet qui parlait du tournoi Strike Force avec Daniel Cormier en 2011. C'était pas l'UFC quand tu vois la liste des mecs. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les poids lourds de l'UFC à côté. C'est flippant. Je sais pas qu'est-ce qui explique qu'on a aujourd'hui une génération de poids lourds qui, hormis 3-4 noms, comme je l'ai dit, est quand même bien faible par rapport à ce qu'on a connu. Omar.
Ou Samir, tu l'as. Non, c'est clair que c'est clair que c'était un autre niveau, hein. Le tournoi Strikeforce dont tu parles, pour moi, après le tournoi Heavyweight du Pride, c'est le deuxième plus gros meilleur tournoi que j'ai jamais vu, quoi, tu vois? En DC, il amène, Josh Barnett. Il fait danser Josh Barnett en l'air. C'est autre chose, quoi. Mais non, non, je suis absolument d'accord avec toi. Les poids lourds à l'UFC, voilà, il y a eu une période creuse avant, au départ, où la meilleure catégorie, c'était les light heavyweight, à l'époque des Chuck Liddell et compagnie, et tout ça, Randy Couture, Tito Ortiz. Et après, on a eu cette génération dorée de poids lourds et ça n'a pas pu se renouveler, quoi, tu vois, parce que bon, voilà, tu as quelques-uns qui sont là et c'est pour ça que tu fais les combats entre eux, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu arrives jusqu'à un moment donné où des mecs comme Jairzinho Rozenstruik, il était super bien classé, alors que tu sais quand même que c'est très, très, très limité, quoi. Ça te dit tout. Curtis Blade, voilà, c'est un one trick pony aussi, la lutte, mais une fois que tu arrives à bloquer ça, ça peut rien donner. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Écoute, je sais pas comment on l'explique. Parce que bah, c'est pas non plus donné à tout le monde de trouver des Golgoth comme ça qui savent se battre. Je pense que ça doit être beaucoup plus rare. Ça doit être plus facile de trouver chez les petits que voilà, trouver des types taillés comme Cyril Gann, mais en plus qui savent se battre. C'est très, très compliqué, quoi. Et peut-être aussi que c'est ça qui fait qu'un mec comme John Jones a pu se permettre d'attendre longtemps et de monter dans la catégorie. Parce que c'est clair que d'ici, Ken, ça, c'était quand même autre chose, quoi. Parce que même DC, on parle de DC, et puis les points, c'était là quand même, hein, tu vois? C'était un gros lutteur, mais en striking, attention quand même, hein, il était capable d'en sécher plus d'un, quoi. Ouais, on a une génération qui n'a pas su se renouveler. C'est ça. Ouais, Rien de mieux à t'as dire. même, Il a tout dit. t'as même le côté, en fait, tu sais que la première fois que John Jones il parle de monter en lourd, je crois que c'est 2013. Il monte finalement en 2023. Je crois qu'il a été très malin. Je peux reprocher plein de choses à John Jones, mais c'est tout sauf un mec non intelligent. Je pense qu'il a rien compris. S'il était monté en 2013, c'était pas la même chose. C'était pas la. Ah non, il gère son legacy, John Jones, il gère son legacy. Ah, tu t'aurais eu une autre crop, un autre roster, tu vois, de poids lourds à affronter. Ça, c'est une évidence. Les gars, Kay, qu'est-ce qu'on a en meilleur souvenir? Qu'est-ce que vous avez sorti de votre besace quand je vous ai proposé le sujet Velasquez et qu'il fallait les premières images qui sortent, les plus gros souvenirs que vous en avez? Je vais laisser passer Samir en premier. Il y en a, je sais pas si je dois le dire parce que tu y étais, mais mais Velasquez allait dans l'ordre, ce qu'il a fait. Alors, ça m'a fait beaucoup de peine à la base. Enfin, ça m'a fait de la peine à l'époque parce que c'était peut-être mon combattant préféré all time. C'est quand il rencontre Big Nog. Ah Il ouais. me semble que c'était en Australie, hein, ça devait être à Sydney, c'est Sydney ou Melbourne, je sais plus. C'était l'UFC 110. Il le rencontre et là, tu vois d'entrée que ça va très très mal se passer pour Big Nog. On a un Big Nog qui essaye de boxer, mais qui sait boxer, qui est un bon boxeur, un Big Nog, mais qui est vieillissant. Ça part beaucoup moins vite. Le dos est déjà voûté à l'époque et en face, tu as un animal. En face, t'as le tigre, le lion est lâché, le lion en cage est lâché et il lui met à 3 pièces. Il fait corps-tête, alors je sais plus dans quel sens il lui fait, hein, mais il lui fait corps-tête, il remonte à la mâchoire et il le descend. Il le finit de manière express, il rajoute 2 coups en ground and pound et il repart et il l'élimine, il le composte, tu sais, comme un. Ouais, il met pas plus de pain qu'un ticket de métro, quoi. Et il laisse Big Nog par terre, qui est complètement inanimé. Donc ça avait marqué. Là, tu te dis waouh. Et puis, parce que je vais laisser Sydney, chez hein. Congo J'ai peut-être. vérifié, c'est Sydney. C'est Sydney, c'est ça. Ouais. Je vais laisser peut-être chez Congo à Omar. Je sais pas si tu l'avais mis dans les tiens, Omar, ou pas? Ouais, on se connaît. On se connaît un peu, hein. On a fait quelques émissions ensemble, donc je laisserai chez Congo à Omar, mais pareil, il racontera pourquoi c'était choquant. Et lui, il y était. Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar qui joue un peu sur la mystique, qui était énorme, hein, qui mangeait pas que des céréales le matin, et qui est arrivé énorme et qui a voulu intimider Velasquez. Et Velasquez, ce soir-là, il lui prend le titre. C'est l'UFC 121. Je me rappelle, c'était à Anaheim, parce que c'est chez lui là-bas. Et il l'a juste broyé. Il l'a bu, il l'a mâché, il l'a digéré, il l'a recraché. Et il l'a ouvert là, sous la pommette, euh, en ground and pound. Il l'a absolument explosé. Et on voit, pour la première fois, ce qu'on voyait peut-être, on n'avait peut-être pas vu avant l'époque, un Brock Lesnar qui a peur. Je revois une scène où Kane l'enchaîne et il court il le chute littéralement en courant vers sa cage et il le déboîte, hein, il y a pas d'autre terme, il le compose pareil, il le valide, très, très vite et puis, donc il prend le titre et puis ce qu'il a fait à Bigfoot Silva,
Alors, il y a eu 2 combats contre Bigfoot Silva. Alors, c'est le premier, hein, il me semble que c'est le premier avec la coupure. Très tôt, Velasquez lui tombe dessus. Il commence à travailler, à lui faire le travail de démolition. Il l'amène au sol sur un premier single, de toute beauté d'ailleurs, un single très simple. Une main sur l'épaule, une main sur le talon, il tire, il descend, coup de coude. Et là, c'est la fontaine à sang. Il y a du sang absolument partout dans la cage. Avec BJ Penn contre Stevenson à l'UFC 80, je crois que c'est le combat le plus sanglant, l'un des combats les plus sanglants qui m'a été donné de voir. C'est absolument dégueulasse. Celui-là, tu le montres, je pense qu'il délégalise le MMA en France, tu vois. C'est, c'est, c'est une boucherie, il le déboîte. Et tu vois, alors c'est pas bien, ceux qui nous écoutent, ne nous dénoncez pas chez votre psy, mais il est dans le sang, il est plein de sang. Tu le vois, il est limite à lécher ses mains tellement il y a de sang, c'est dégueulasse, il y en a partout. Et Velasquez, il est impassible, c'est ce que disait Omar tout à l'heure. Il est en mission. Le sang, tu as l'impression que c'est un montage sur écran vert. Tu as l'impression que pour que Velasquez, le sang n'existe pas. Et il continue la démolition de Bigfoot quand on a plein les yeux. L'arbitre s'interpose quand même à un moment. Et là, tu te dis, ce mec, en fait, il vient pas remplir un contrat UFC. Ce mec-là, il vient remplir une mission. Tu vois, le contrat UFC, ça vient après. Il le démolit en règle. Et puis voilà, une journée de plus au taf. Et il va rentrer dans sa maison là-bas à San José ou à Naïm. Et puis il va reprendre sa vie de papa tranquille avec les bretelles sur le pantalon, tu vois. Mais tu te dis, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Tout le monde est choqué, sauf lui, en fait. Donc voilà. Il y en a eu d'autres, hein, de combats. Mais celui-là, il est bien, bien sanglant. Samir, je rebondis sur ta phrase. En fait, il vient pas remplir un contrat UFC, il vient remplir un contrat, tout court. Il vient t'annihiler le bonhomme en face, tu vois. T'enlèves le mot UFC de ta phrase. C'est un contrat. Oh bon. Et c'est bien le faire. Une exécution, c'est ça. Moi, j'avais, avant de te redonner la parole, Omar, là-dessus, mais dans mes choix aussi, il y avait Lesnar. Parce que Lesnar, faut se rendre compte de la star qu'il est à l'époque. L'ancien du catch, passé aussi par la NFL. Et faut se rendre compte de la star qu'il est. Et il a quand même pris la ceinture. C'est un phénomène, malgré tout ce qu'on en dit. Et il le massacre. Il le massacre. Et j'ai revu le combat avant de préparer l'émission. T'as raison, cette scène où il fuit. La scène aussi, tu vois, où il fait les roulés-boulés, où il va vers la cage. Kane le suit comme vraiment, c'est l'odeur du sang, quoi. Il le suit juste pour le terminer. Ça repart sur une phase de clinch où Lesnar tente 2 coups, il tente des trucs, de tenter les uppercuts par en dessous. Kane, il s'en bat les steaks, il lui met juste un coup de genou remonté, l'autre, il tombe Enfin, après séance de grand endpoint, il y avait tellement un écart entre les deux, et tu te rends compte, voilà, que Lesnar a beau être une star, on sait qui est le meilleur des combattants, et on sait qui est le champion du monde poids lourd ce jour-là, vraiment. Lesnar, à cette époque, Omar, et je te donne la parole, Lesnar, à cette époque, quand il arrive, c'est pas un fake de la WWE, c'est un mec qui a nettoyé Couture, qui a pris le titre à Couture, qui a nettoyé Mir, qui a nettoyé, comment il s'appelle, celui dans lequel le premier combat, il doit rentrer dedans, Carwin. je sais plus son nom. Et alors, il y a Carwin, où, bon, c'était combat de cardio d'asthmatique. Le premier, j'ai plus son nom, mais Omar va me le retrouver, où pareil, il le charge à travers la cage dès le coup de gong. Voilà, à l'époque, Brock Lesnar, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Et Kane, C'est Ithering. Ithering était au Pride, absolument. Ithering, ouais, les Pride, on va trouver Pride. Et comme il l'a chargé d'entrée, vous dirait qu'il lui avait volé quelque chose. Non, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est ce jour-là où tu réalises, t'as raison. Lesnar, on réalise ce soir-là, ok, t'es un phénomène, t'es un monstre physique aussi, ancien champion universitaire de lutte quand même, c'est pas de la blague au niveau de la lutte, Brock Lesnar, mais t'es pas fait pour ça. Parce qu'il a peur, il a littéralement peur, et quand Kane lui met des coups, il aime pas ça. Tu sens qu'il Ça a aime pas changé sa du tout. carrière d'ailleurs, hein. Ça a changé sa carrière, non? Complètement d'accord. Omar, tes souvenirs de Cain Velasquez, les meilleurs? Écoute, moi j'ai eu la chance de le voir, donc c'était en Allemagne quand il a affronté Cher Congo. Et faut pas oublier que Congo l'a touché salement quand même. Où moi j'étais vraiment au bord de la cage, j'étais vraiment tout proche. Et quand il le cogne, quand Congo, et j'étais vraiment pour chèque. Et là on a vu le mental de Cain Velasquez. C'est là où vraiment ce jour-là que j'ai vu son mental, parce que je pense qu'avec ce que Congo lui met, je sais pas comment, voilà, il est allé chercher très, très, très loin pour revenir dans ce combat-là. Ça, c'est vraiment et la mystique juste de son arrivée, tu vois, le type, quand il arrive, la musique, sa petite musique mexicaine qui joue là, ça, c'était un moment quand même que, voilà, je me rappelle. Après, je dirais,
le 3e combat contre Cigano. Parce que ça, pour moi, franchement, si tu aimes la technique, c'est une masterclass. Pour moi, c'est un des combats poids lourds où j'ai vu un des combattants les plus complets qui soit, tu vois. Parce qu'il a déroulé vraiment une partition sur ce combat-là. J'ai trouvé ça particulièrement impressionnant, quoi. Le 3e combat contre Cigano, pour moi, c'est voilà, des performances poids lourds à l'UFC, c'est une des plus complètes que j'ai vues. Ouais, je suis d'accord. Depuis que je regarde l'UFC, je regarde l'UFC depuis l'UFC 2. Donc, ça fait un petit moment. Je le rappelle, c'est une trilogie contre Junior Dos Santos et Voilà. c'est Cornerstone. Il était aussi dans ma liste. De toute façon, vous savez que chaque semaine, on va avoir globalement les mêmes souvenirs parce que c'est les trucs qui nous ont marqués. Mais le 3e, qui en plus, il arrive à le terminer dans la 5e reprise. Donc, c'est le petit point d'exclamation final parce qu'il avait pris la décision sur le combat d'avant. C'est la trilogie hyper importante, cette trilogie, pour ceux qui découvrent un peu Kane avec notre épisode. C'est notamment un de leurs combats. C'est le premier UFC on Fox, par exemple, pour l'arrivée du contrat de l'UFC sur Fox. C'est eux qui sont mis en avant dans le main event pour ce premier grand événement sur une grosse télé américaine. Donc, c'est une trilogie qui compte dans l'histoire de l'UFC. Et Congo, c'est fun que tu le cites parce que déjà, c'est cool. Je savais pas que tu avais été dans la salle, je me souvenais plus. Mais tu sais, souvent, on parle dans le MMA moderne des dernières années avec l'explosion en France depuis la légalisation. Tu as eu du Gan Jones, du Gan Ngannou, tu as eu du Adesanya Imavov récemment, du Benoît Saint-Denis contre Poirier, Manon Fiorot qui vient d'affronter une légende avec Valentina Shevchenko. Et souvent, tu as ces débats. Même il y avait dans mon ancienne maison ces débats-là. Est-ce que c'est top 3 des plus grands combats de l'histoire? Et c'est toujours ces noms-là qui ressortent pour le MMA moderne. Les gars, chez Congo, il a affronté Voilà, les gars, chez Congo, il a affronté Crocop, il a affronté Velasquez. Il faut absolument pas l'oublier dans ce genre de classement-là. Complètement. UFC 4. Oui, non, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais dit à partir de quand il y avait le premier UFC à Paris, j'avais même dit, ouais, j'aurais aimé qu'il soit associé à l'event, quoi, par rapport à ce qu'il a fait, pour le MMA français à l'époque, quand même, où voilà, il a eu des sacrées guerres là-bas, comme je te dis, et contre Ken. Ken a frôlé la correctionnelle face à Congo. Je peux te dire que si tu lui demandes les moments où il a le plus chaud de sa carrière, à mon avis, celui-là, il en fait partie. Donc voilà, Congo, c'est dommage qu'il n'ait pas été associé à ça. Mais Omar, c'est lui qui doit ouvrir cet événement. C'est le début de l'UFC Paris 1. Ça doit être chez Congo qui marche vers la cage et le public français qui le remercie pour tout ce qu'il a fait. C'était le seul truc à faire ce soir-là. La seule fausse note de cet événement, j'ai trouvé, c'est celle-là. Oui, moi je l'avais dit à l'époque, c'était quelque chose qui m'avait un peu. Voilà. Mais il est encore en contre Bellator, non? À ce moment-là. Possible. Ouais. Mais je pense que tu peux trouver un moyen de faire quelque chose, quoi, juste pour la symbolique. En tout cas, ça aurait été mieux que ce soit comme ça, quoi. Et ça, pour le coup, j'étais content moi aussi que le premier gros événement de MMA en France, parce qu'il y avait eu le MMA GP juste avant, mais c'était le Bellator en octobre 2020. C'était cool que ce soit Sheik qui soit aussi tête d'affiche parce qu'il l'avait mérité pour toutes ces années-là. Et grand monsieur du MMA français, Et donc, ouais, pour en revenir à Ken, écoute, le dernier, c'est forcément, là, c'est la moins bonne note, quoi. C'est à Werdum, quoi. Parce que pour qui il est, il peut pas. On sait que Werdum, c'est un virtuose au sol, etc. Mais là, quand même, il se fait avoir d'une façon et avec une telle vitesse. Là, pour moi, voilà, ça, c'est la petite astérisque sur sa carrière. Et pourtant, en plus, c'est quelqu'un qui est connu pour son fight IQ, son adaptabilité et tout ça. Et ce jour-là, je sais pas, c'est un excès de confiance. Je mettrais ça sur l'excès de confiance. L'excès de confiance. Et ça, voilà. Ça, je m'en rappellerai tout le temps, quoi. Et ça fait depuis que je taquine Samir, que je sais qu'il est un grand fan de Ken Velasquez, je lui rappelle très régulièrement, à chaque fois qu'il prononce le nom de Ken Velasquez, cet épisode douloureux pour lui. Je vais reprendre une phrase qu'on disait, Omar, dans le podcast à l'époque d'Octogone. C'est une phrase que tu as répétée assez souvent. Quand tu respectes pas le game, il te punit. Velasquez, cette première fois, non seulement cette défaite-là, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il s'est fait aussi corriger debout. Il part à la guillotine. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre une correction debout, parce que le cardio sur lequel il basait 50% de ses fights, le cardio est parti. Excès de confiance, effectivement, en se disant je vais marcher sur un Werdum vieillissant. Manque de professionnalisme, pourquoi? Parce que le combat a lieu à Mexico. Alors on pourra me dire ouais, excuse, c'est facile comme excuse. Non, Mexico, c'est haut, l'altitude, il faut te préparer. Werdum, lui, il est parti 5 à 6 semaines avant l'event pour se préparer, il fait tout son training camp à Mexico. Ken Velasquez arrive une dizaine de jours avant l'event.
tu ne respectes pas le game te punit. Donc il a pris une correction debout et il plonge dans les jambes parce qu'il se fait cartonner, en fait, tout simplement. Il n'a pas la solution debout, il se fait punir, il part en guillotine et tu prends une guillotine comme ça, c'est Verdum. Donc voilà, et ce qui devait arriver arriva et ça change aussi, je pense que ça a changé. Mais on a déjà un Velasquez, qui est en déclin. Je pense que même s'il n'y avait pas eu la défaite contre Verdum, heu, je veux dire la patrouille l'aurait rattrapé. C'est le vieillissement dont on a parlé, ce style énergivore, ce style, qui casse le corps, je pense ça aurait fini quand même par le rattraper. Verdum, il a juste, accéléré les choses parce qu'après, il me semble qu'à part, une perf contre un Travis Brown qui était aussi, très, très, sur le cours alternatif, je crois que c'était l'UFC 200. C'est ça. Après La dernière Velasquez, on victoire. retrouvera plus ouais, on retrouvera plus Cain Velasquez, qu'on a eu, on n'aura plus de prime, quoi. Non, c'est sûr que cet épisode, il est hyper marquant parce que tu as raison, c'est ce côté manque de professionnalisme aussi. En plus, tu es Cain Velasquez, c'est Mexico. Enfin, tu es censé le savoir, tu vois. Tu le disais, hein, moi, pour le coup, vous le savez, ma femme est colombienne, donc quand on va à Bogota, tu le sens quand même. Hein, tu sens que c'est des villes à 3000 mètres d'altitude, quoi, ou 2007. Et donc, il y a vraiment des choses à préparer. Je pense qu'il y a un excès de confiance, un peu à ce Bien moment-là. sûr. Plus il se dit, je suis chez moi, entre guillemets, tu vois. T'as l'impression qu'il. Ouais, je pense qu'il l'aborde un peu trop avec le pied au-dessus de la jambe, quoi. Moi, ce qui est frustrant aussi avec ce combat-là, c'est que s'il défend là, troisième défense de suite, tu vois, il a aussi. J'aurais aimé qu'il ait le record de défense chez les poids lourds, qui a finalement appartenu à Miocic, tu vois. J'aurais aimé qu'il l'ait. Parce qu'il aurait pu le pousser peut-être un ou deux combats en plus. T'as raison, la patrouille allait le rattraper. Mais je le vois bien faire encore, tu vois, le Travis Browne après. Bon, c'était quand même aussi une belle perf à l'UFC 200. Je le vois bien la défendre encore une ou deux fois derrière, s'il est sérieux. Et s'il n'y a pas de grosses blessures qui le rattrapent, parce qu'on sait comme il était prône là-dessus. Mais il y a un peu une frustration là-dessus. En plus, c'était un combat qu'on attendait beaucoup, les gars, hein, quand tu te souviens, parce qu'il est reporté de 8 mois. Il y a la blessure, ils ont fait le tough Latin America. Il y a la blessure de Ken. On attend le retour du champion. C'est ce règle-là qui dure 896 jours à cause de ça. Ouais, moi, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué parce que très frustrant. Très, très frustrant. Et j'aurais voulu voir mieux de Kane ce soir. Bah, à l'époque, il repousse déjà l'event parce qu'au niveau j'allais faire un anglicisme au niveau pas du rehab, comment on appelle ça, de la rééducation, au niveau du protocole de récupération de sa première blessure, il respecte pas le truc. Donc ça repousse à chaque fois un peu plus loin, tu vois. Et puis, tu parlais de Stipe, bah, Stipe a été plus, sur l'ensemble de la carrière, du coup, plus professionnel, plus malin peut-être dans ses choix d'entraînement, plus malin dans son hygiène de vie, peut-être parfois aussi dans le choix des adversaires, pourquoi pas, mais il était beaucoup plus pro. C'est un modèle, hein. Stipe, c'est un modèle de gestion de carrière, ce que n'a pas été toujours Cain Velasquez. Heu et voilà pourquoi il y en a un qui a le record pardon, de défense de titre et pas l'autre. Et ça m'ennuie de dire ça, hein, quand vous savez l'un et l'autre à quel point j'ai apprécié et j'ai été fan de Cain Velasquez, mais c'est toujours pareil. Tu respectes pas le jeu te punit, tout simplement. Et tu sais, quand je parlais des défenses possibles derrière, vers Doom, la défense d'après, c'est Stipe Miocic. Mmh. C'est Miocic. Franchement là, ouais. Ça aurait été cool d'avoir Velasquez Miocic de cette époque-là, tu vois. Mhm. Ça me manque aussi, ce combat-là. Il y a d'autres souvenirs qui vous restent, les gars, où on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour le coup Je pense qu'on a fait le tour, ouais. de tout ce qu'on a aimé avec Kane. Des petites questions avant qu'on finisse sur sa situation actuelle, mais des petites questions plus globales. J'en ai noté deux. Tu vois, il y a le Cain Velasquez de 2010, donc c'est Big Nog, et ça s'enchaîne derrière avec Lesnar. Il y a celui de 2013. Alors 2013, c'est Antonio Silva et c'est Junior Dos Santos. C'est Cain Velasquez là, les gars. On n'a jamais vu mieux en poids lourd à l'UFC. Peut-être même en MMA globalement. Omar? À l'UFC, je pense qu'on n'a pas vu mieux. On n'a pas vu mieux. Clairement, ça, je suis d'accord avec toi. En dehors de l'UFC, Prime Fedor quand même. Le Fedor qui affronte Randleman, le Fedor qui affronte Mark Coleman, le Fedor du tournoi Heavyweight Grand Prix. Celui-là, Il y a quand même, il match. faut aller le chercher. Il y a match, quoi. Il y a match. Là, il y a match quand même. Voilà. Tu savais- On quand même Fedor. Tu sais pourquoi je te posais cette question. Tu savais très bien Ah. pourquoi. Ouais, prime time Fedor, quand même, voilà, là, il y a un gros point d'interrogation. Mais sur l'UFC, je pense que prime Cain Velasquez, j'ai pas encore vu ça, quoi, tu vois. On peut me dire Stipe, mais non, Stipe, j'aime beaucoup Stipe, hein.
Mais je pense pas que, je pense que comme Velasquez doit rouler dessus. Je pense, sérieusement, quoi. Parce que Mmh. quand DC a passé la surmultiplier contre Stipe, respect à lui, hein, pour ce qu'il a fait sur ses revanches sur Mmh. DC, tu vois? Mais quand tu vois le premier combat, je pense que je mets toujours Cain Velasquez poids lourd un tout petit peu au-dessus de DC quand même. Non, je pense, non, ouais, je suis d'accord. C'est le à l'UFC, c'est le meilleur que j'ai vu pour l'instant. Et pourtant, il y a eu des Randy Couture, il y a eu des gens quand même, qui sont respectés, hein, tu vois? Couture, moi, Couture, c'est un mec, que voilà, que je respecterai toujours parce que je me suis retrouvé en face de lui et il devait affronter, comment il s'appelle le Brésilien? Le molosse brésilien. J'ai oublié ce Kiyoma, hein. Il y en a plus, c'est ce que j'allais dire, il y en a si en beaucoup. poids lourd, si tu veux ça va revenir et je me suis retrouvé en face de Couture, à Extreme Couture et je lui ai dit: «Ça va être chaud là». Elle m'a regardé, il m'a dit: «You'll see». Et il lui a même cassé le nez en l'amenant au sol. Après, Ah, Gonzaga. Gonzaga, voilà, Oui. Gonzaga, Gabriel Gonzaga, qui était quand même un monstre et moi j'ai dit à Couture, j'ai dit, j'étais chez lui, tu vois? J'ai acheté un hoodie et je lui ai dit: «Ah, ça va être chaud quand même contre Gonzaga». Il m'a dit: «You'll see». Et il l'amène au sol, Ken, c'est Cain, au-dessus ça, quand c'est même. bien. Ouais. Ouais, Ken, c'est quand même, ouais, c'est plus complet, plus complet. Juste à cause du striking, non, Dur n'avait pas le striking de Ken. Samir, c'est le meilleur qu'on a vu à l'UFC, clairement. Moi, je suis d'accord avec Omar. C'est le meilleur qu'on ait vu à l'AFC. Il faudrait qu'Aspinal. Moi, je fais des similitudes entre Aspinal et lui parce que je vois beaucoup de capacités, de compétences chez Aspinal, que ce soit dans sa lutte, dans son pied-point. Comme il se déplace, il est vachement vif, il est très aérien. Donc, je vois je vois beaucoup de similitudes. Maintenant, il faudrait qu'Aspinal nettoie une quantité de ses adversaires avec la rapidité et l'efficacité que Cain Velasquez pour que je commence à le mettre, ne serait-ce qu'au début d'une discussion avec lui. Il n'y a pas Et une la qualité de l'opposition. la qualité de l'opposition. Absolument, je suis absolument d'accord. Parenthèse ouverte et très vite refermée, le chaos dont parle Omar, enfin le chaos, la fracture du nez dont parle Omar, de Couture sur Gonzaga. J'ai plus l'UFC en tête, mais j'invite vraiment, hein, tous ceux qui écoutent cette émission à aller voir. C'est sur un takedown absolument fantastique où il le chope, où Couture le chope contre la cage. Je crois que c'est ça, Omar. Vous me corrigez si je dis des erreurs, les gars. Ouais, c'est ça, avec Roach, ouais. Il est au clinch avec lui, il l'attrape, il le lève, il lui fait air Couture et il retombe et en fait, c'est l'épaule en retombant, c'est l'épaule de Couture qui explose le nez de Gonzaga. C'est absolument fantastique, parenthèse refermée. Voilà, parce qu'on est une émission d'historien, hein, d'archéologue un peu, donc on vous invite à aller checker ça. Vous vous doutez bien que Randy Couture tombera un jour ou l'autre dans notre émission, les gars. Mais faux. C'est obligé. Ma deuxième question, on sait que c'était beaucoup dans les plans à cette époque-là. Si 2009-2010, Fedor Emelianenko vient à l'UFC, il se passe quoi quand on les met tous les deux dans la cage, les gars? Est-ce que c'est trop tard? Fedor, c'est trop tard? On n'est plus assez prime pour que... Est-ce que Ken prend l'avantage grâce à ça? Omar, je te vois en pleine réflexion, donc je te donne la parole. J'ai vu Omar, là, la tête tournée. Mais j'aurais aimé un Fedor un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Ce Fedor là, non, là, je pense quand même que je donnerais l'avantage de la jeunesse, de la rapidité à Ken. Parce que qu'est-ce que Fedor va faire? Il va vouloir faire parler des points face à Ken. Ken va lui mettre une pression telle que je pense pas que Fedor, les points en reculant, c'est pas terrible. Donc, non, non, même ce Fedor-là, et pourtant ça me fait du mal de le dire, hein. Même ce Fedor-là, je pense quand même que voilà, un Fedor peut-être 2 ans plus tôt, là, c'est autre chose, quoi. Là, Ouais, c'est c'est pas... autre chose. Prime, c'est pas pareil. Voilà, prime, c'est la règle. Mais là, on est quand même, là, je pense que Ken, il était injouable à ce moment-là. Injouable. Injouable, tu veux faire quoi? Je pense aussi, et je pense que ouais, sur la version 2010, je donne l'avantage à Kane. Prime, Fedor a Il a mis 5. devant pour moi. Ouais, il a mis C'est peut-être 2005, devant pour moi. C'est 2005 Fedor, 2010 Kane. Je garde la petite tête devant pour Fedor. Samir sur ça. Fedor après le tournoi poids lourd, il est injouable. Injouable. Je mets, alors il y a match, il y a gros match. Après, pourquoi je vais mettre quand même Fedor, même sur j'ai en tête ce combat contre Crocop à l'époque. Je le mets parce qu'il a un meilleur jeu de soumission que lui. Voilà. Et puis il a peut-être le game pour pouvoir s'en sortir en lutte, se sortir des pièges de Velasquez et le reprendre dans la garde et essayer de faire quelque chose depuis la garde.
Maintenant, voilà, Velasquez, lui, il n'y avait pas de travail de soumission, il n'y avait pas de finition derrière, c'était du tabassage en règle. Alors, il aurait peut-être eu sa chance comme ça contre Fedor, mais Fedor avait une arme de plus. Là, on va dire que ce qu'avait Velasquez debout, en plus de Fedor, Fedor récupérait des avantages au sol, où son jeu était quand même beaucoup Faut l'amener au sol. plus. Faut l'amener au sol. Après, il faut l'amener au sol. C'est toujours pareil. Là, la lutte, c'est samboïste contre lutte américaine. Ouais. Elles sont dures tes questions, monsieur Herbinet. On est là pour ça. Elles sont très, très difficiles. On est là pour ça. Mais en fait, tu vois, c'est marrant. Mais de toute façon, c'est aussi la nature de nos sports. Mais en 5 minutes, là, on vient de comprendre il y a un monde. C'est pas le monde dans lequel on a vécu, mais il y a un monde où on aurait pu avoir Kane contre Fedor et Kane contre Miocic quelques années plus tard. Et on n'a pas eu ces 2 combats. C'est dommage. C'est dommage. C'est une émission sur les match-ups qu'on aurait pu avoir. Les what if, comme disait Samir, tu vois. Alors, Kane et Fedor étaient en égalité. Sur le match-up dont tu parles, il n'y avait pas l'USADA. Voilà. Parce que c'est là d'ailleurs la discussion qu'on aurait pu aussi avoir pour la semaine dernière pour José Aldo et d'autres combattants. L'arrivée de l'USADA. L'impact de l'USADA chez les combattants. On sait que les Brésiliens, ça leur a fait du mal. Il y a eu Belfort avant, Belfort après. D'accord. Vu l'état des trapèzes. T'as vu l'état des trapèzes, Omar? Il a fondu. Et les gars, tu sais, j'étais à Montréal, à l'UFC 315, dans la salle. C'est le moment où ils ont il a introduit Belfort au Hall of Fame. Tu vois les images qui passent, les highlights, puis après, tu vois le mec. Ah ouais, c'est pas le... C'est la même personne, là. Vous avez caché le vrai des vrais. Comme je disais à l'époque dans le podcast, Belfort, bel faible. Il faut que tu veux. Donc, Ah ouais, non, c'est clair. Non, mais de toute façon, le Pride, c'était. vous étiez peu regardés. C'était testé, il y en a aucun qui y passait, quoi. C'était terrible, le Pride. Et on va finir, les gars, cette émission sur Kane avec la situation actuelle, parce que c'est important d'en parler aussi, parce que ça a fait, pour le coup, Kane Velasquez dans l'actualité MMA, c'est pour ces raisons-là, ces dernières années. C'était en 2022. En 2022, je crois que c'était à Santa Clara ou quelque chose comme ça, en Californie. Ouais, Santa Clara. C'est ça. Donc, Kane Velasquez, sur la route, poursuit une voiture, rentre dans une voiture, sort de sa voiture, tire avec son arme à feu sur la voiture. Mais il y a une raison pour laquelle il fait ça, c'est que dans la voiture se trouve Goularté, c'est son nom, je me souviens pas du prénom. Goularté, je le connais par cœur. Oui. Qui donc est accusé d'avoir, comme ils disent là-bas, molesté, donc avoir agressé sexuellement l'enfant de Cain Velasquez. Malheureusement pour le coup, Cain Velasquez avec ses tirs va toucher le beau-père de Goularté et non Goularté pour le coup, il va pas toucher la personne qui visait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Cain Velasquez, et ça a été décidé il y a pas si longtemps pour le coup, est en prison pour cette affaire-là. C'est une affaire qui a beaucoup fait parler les gars parce qu'il y a eu 2 sons de cloche dans le monde du MMA. Il y a eu les gens et il y a eu un gros mouvement de free Cain Velasquez, libérer Cain Velasquez. Je pense ne pas trahir de secret, mais on va en parler là, qu'on est tous les 3 sur cette idée-là. Et d'autres qui disaient c'est pas bien ce qu'il a fait et il faut pas réagir comme ça, il faut pas se faire justice soi-même. Je suis pas papa, tu laisses Amir, mais sans être papa, je réalise moi qu'il y a un moment, il y a des choses, quand tu fais des choses dans la vie, il y a juste, il y a un moment tu peux pas te contenir quoi. Quand on fait ça à ton enfant, je crois qu'on n'est personne pour donner des leçons sur ce qu'on aurait fait ou pas si ça nous arrivait à nous. Je connais pas un parent. Je connais pas un parent, vraiment, j'ai beau chercher et c'est pas un excès de langage. Je connais pas un parent qui va te dire non, mais laissons faire la justice, faisons preuve de respect, faisons preuve de recul. On touche à ton gamin, bien sûr que tu lui tires dessus. Bien sûr qu'il doit lui tirer dessus. Bien sûr que c'est pas le bonhomme qui est en prison. C'est pas le bon bonhomme qui est en prison. Alors on va me dire oui, mais justice soi-même, quelle société, quel modèle sociétal. Ok, d'accord, très bien. Mais on me pose la question à moi, qu'est-ce que je ferais? Bon, c'est pas un chargeur que je lui évite, c'est 2 ou 3. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Dans un monde normal, dans un monde juste, c'est passé là, ça n'existe pas. Les gens crieront scandale, diront c'est mon opinion et j'en changerai pas. Voilà. Non, mais qu'on soit clair, on n'est pas là pour dire il faut que le monde entier se fasse justice soi-même sur toutes les affaires. Justement. Là, on répond, c'est notre cœur qui parle. Qu'est-ce qu'on pense de cette affaire-là et de ce qu'il a fait? Et je sais que je suis d'accord avec toi sur le coup. C'est trop. Et quand un homme subit ça, est-ce qu'il peut le faire différemment? Pas dans l'endroit où il le fait, de la façon dont il le fait. Ça, c'est pas à moi de juger non plus. Et en tout cas, la réaction de l'être humain, Cain Velasquez, je la comprends 1000 fois.
Omar. La manière la plus juste aurait été de faire rentrer Goularté dans le gym et puis de s'occuper de lui à main nue. Il n'a pas pu le faire. Voilà, celui qui dit autre chose, c'est soit un menteur, soit un absolu convaincu. Touche à mes enfants, tu assumes. Voilà. Excuse-moi, Omar. Le problème, c'est que tu ne réfléchis même pas à ces moments-là. Voilà, ton cerveau, il fonctionne plus. Tu vois, il y a pas de, ouais, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Son cerveau, je veux dire, mais même le Dalai Lama, mon gars, il aurait attaqué. Même le Dalai Lama, même Mère Teresa, elle aurait sorti la Kalachnikov. Qu'est-ce que tu dis? Tu réfléchis pas à ce moment-là, tu vois? Il y a pas, qu'est-ce que tu veux dire? Et le pape, il aurait pris en chasse. Tu veux faire quoi? Ça marche plus, ça, les fils, ils connectent plus à ce moment-là, tu vois? Tu peux rester sur ton canapé et dire, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela. Mais franchement, voilà, ouais. Moi, en tout cas, celui qui dit: «Il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire ça», je vais juste dire c'est un meilleur être humain que moi. Absolument. Je l'accepte. Je, je l'accepte aussi, pour le coup. Il est, je sais que tu connais bien l'affaire, pour le coup, Samir. Je crois qu'il est donc éligible à une libération en À partir de mars 2026. Parce qu'il a pris 5 ans. Alors, les 5 ans, il faut savoir que c'est la plus petite peine que pouvait lui mettre, parce que c'était quand même l'inculpation, il a plaidé non coupable. Et après, c'était non contest. Alors, en droit américain, je ne sais pas exactement ce qu'est le non contest, mais il a pris le minimum de ce qu'on pouvait lui mettre pour tentative de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation. Il a pris 1 an de prison. Alors, il était sorti la première fois de la garde à vue, il avait payé $1 million. Il était resté 8 mois en prison. Donc, ces 8 mois, ils vont être défalqués de ce qu'il devait faire sur la peine de 5 ans. Là, il va faire 1 an jusqu'en mars 2026. Et à partir de 2026, pour ceux qui ont vu la série Ose, il va être libérable sur parole. Ah, Omar, j'ai activé la bonne Ose. Là aussi, c'est bien, c'est très poétique, Rose. On invite les auditeurs à aller regarder cette magnifique série. Et il est libérable sur les 4 prochaines années avec bracelet électronique, peine aménageable, etc. Voilà. Donc on verra ce que fera Ken Velasquez. Ouais. En tout cas, tu sais, on a vu tout le mouvement, je te dis, Free Ken Velasquez sur les réseaux, repris par beaucoup de gens du MMA. Quand il va être libéré et quand il va ramener sa tête dans un événement UFC, je peux te dire que l'hommage, il va être. Je pense qu'il va y avoir un énorme hommage de la salle. Hall of Famer, j'espère. Obligatoire. C'est obligatoire. Il n'y a même pas. Et puis alors, il y a même pas. Alors, si un mec me dit, voilà, si un mec me dit, on l'enlève du Hall of Fame parce qu'il a fait, tu vas m'enlever la moitié du Hall of Fame, en fait. Hein. Et on parle de MMA, mais on parle de boxe aussi, hein, parce que, vu les dératés qu'il y a dans ces sports-là, tu vois, si tu prends que Ken Velasquez, genre comme, s'il y a que lui qui paye pour ça, non. Coucou John Jones, coucou Connor. Ah ouais, non, c'est pas possible, quoi. Tu vois, il y a un moment, pour ce qu'il a fait, Ken Velasquez mérite d'être pour le test. Et même, je te dirais, hein, s'il est libéré en mars prochain, foutez-le-moi au Hall of Fame 2026. C'est très probable, hein. Très probable. Pour l'été prochain. Mettez-le-moi à ce Hall of Fame là. Bon les gars, on a fait un bon petit épisode sur Ken, ça méritait quand même. On s'était titillé là-dessus la semaine dernière. Omar qui titille toujours Samir sur ça, notamment sur ce combat contre Verdouble. Donc on est obligé, et puis c'est bien, c'est de l'éducation de reparler. Il y a beaucoup de débats en ce moment, et il y a notre émission Jab Culture avec Aldric où on a parlé de John Jones, c'est ce qui doit être destitué ou pas. Beaucoup de débats sur les poids lourds. C'est bien de remettre un peu les choses au clair sur les grands poids lourds et ceux qui ont vraiment fait des choses extraordinaires. Absolument. Voilà. Mais on ne se fera pas Team Sylvia, par contre. Hein. Là, je fais grève. Je vais parler de sa ceinture qu'il porte au supermarché. Il se baladait avec en glissade dedans. Tu vois, comme tu juges, c'est pas. Tu juges trop. Oh, c'est pas possible. Non, je peux déjà vous annoncer ce qu'on fera la semaine prochaine parce que c'est tombé une demi-heure avant notre enregistrement, donc vous pouvez pas le faire sur cette semaine, ça aurait été pile dans l'actu. Mais le compte UFC Roster Watch qui surveille les départs officiels des rosters de l'UFC a confirmé qu'il y avait eu officiellement Dominick Cruz n'est plus dans le roster de l'UFC. C'est la fin de carrière de Dominick Cruz. Je pense que ça mérite un petit épisode quand même, les gars. Ouais, il le mérite. Voilà. Il a eu son style particulier et il y a beaucoup de choses à dire sur lui aussi parce que quelque part, il a apporté quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et un individu très intelligent. Et voilà, moi, c'est surtout, quand on parle de Fight IQ, voilà, c'est quelqu'un que je mets c'est au top voilà,
Et ça le voit en tant que commentateur aussi, tu vois. Tu le sens, tu sais que il a réfléchi au truc, quoi. C'est pas juste des aptitudes physiques. Samir, tu l'as bien formé, Omar, sur Octogone, hein, parce que tu as vu, il m'a fait le pure teasing parfait pour la semaine prochaine. Juste deux, trois gros sur Cruz qui permet de chauffer les gens. Non, non, c'était du beau boulot. Hein. Tu me l'as bien formé hein, avec Octogone. Et il a cette qualité, Omar, tu le mets, il arrive en short notice, il délivre, il dit. Moi, j'ai besoin d'un training camp, tu vois, un très long training camp. Omar, il vient short notice, et il repart avec la ceinture, et tu dis, qui c'est celui-là, tu vois, c'est comme ça. On a fait 12 ans comme ça. Et c'est pas juste une métaphore hein, quand il dit training camp. Il était à la course, il était en train de courir une demi-heure avant qu'on enregistre le podcast, Daniel. C'est vrai. Coureur devant l'éternel, mais il a préparé l'épisode Velasquez avec un peu de cardio. C'était Absolument. Je lui ai rendu hommage. Exactement. Merci les gars, merci Omar, merci Samir, c'était un plaisir comme chaque semaine. Merci à toi. On continuer de se régaler et de kiffer ensemble, de parler de ces anciens combattants et peut-être des modernes aussi. Et c'est même pas peut-être, on va très rapidement avoir aussi des combattants de l'ère actuelle pour qu'on vous dise ce qu'on en pense aussi avec notre œil de vieux fad. Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jab Life ou Octogone Podcast. Ciao, ciao, à très vite et à bientôt. Ciao Jab Life. Ciao Omar, ciao Samir.